Exactement. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Merci de venir nous rejoindre pour ce superbe webinaire qui est très important parce que révéler sa voix, qu'est-ce que c'est la voix, à part trouver sa voix, bien évidemment. Émilien qui va nous accompagner, qui est un expert de la voix et je l'ai découvert à mes dépens ou pas, parce qu'en fait, j'avais un vrai problème dans ma voix, je perdais ma voix souvent dans mes formations, je ne comprenais pas et je ne savais pas avant ça qu'il fallait faire attention à sa voix. Et on n'y pense pas souvent. Et c'est pour ça que aussi j'ai décidé et je voulais absolument faire un webinaire avec Emilien, parce que je ne comprenais pas quelle était l'importance de la voix. Et je voulais absolument partager à tout le monde, tous les gens que je forme, tous les gens qui m'écoutent, tous les gens qui me voient souvent faire des vidéos, l'importance de la voix. Et là, justement, Emilien vient de me parler de quelque chose de très important, c'est qu'aussi, à part en présentiel, la voix est importante aussi en distanciel. Et, Et oui, euh, et justement, on l'entend pas pareil, on ne la voit pas pareil. C'est peut-être pour ça qu'il faut poser la voix différemment. Comment faire attention à sa voix? Il va répondre à toutes ces questions qui sont très importante. Il va se présenter aussi. On va parler de quoi aussi aujourd'hui? Comme ça, je vous donne un petit peu de quoi on va parler. Comme ça, vous avez déjà le sommaire. Alors, bien évidemment, c'est 19 heures à Paris. Nous allons rester pas plus que 60 minutes. C'est très important. C'est toujours un état dans lequel je dis 60 minutes, c'est important pour pas le dépasser dans tous les webinaires. Donc, on va déjà pendant 30 minutes discuter, parler, communiquer, hein, même jusqu'à même 40 minutes. Et après, il y aura des questions. Sûrement qu'il va y avoir plein de questions, même au milieu. Et c'est important. C'est important pour tout le monde. Donc, si jamais, effectivement, tous ceux qui nous regardent veulent gagner en capacité à être écoutés, à transmettre des messages, travailler la confiance en soi, parce que si la voix, elle est peut-être à certaines fois différente, on perd de confiance, donc on gagne en confiance. Donc, on va vaincre de la timidité pour prendre la parole en groupe, par exemple, apprendre à s'exprimer avec calme et clarté aussi. Qu'est-ce que c'est maîtriser sa voix? Maîtriser sa voix en toutes circonstances. Peut-être gérer les stress. Tu dois savoir ce que c'est, bien sûr, Emilien. Stress, les angoisses, comment la voix si tu change savais. aussi. Oui. Donc, voilà pourquoi on a fait ce webinaire. Il est tellement important, et tellement important pour moi, pour vous et pour tout le monde. Donc, on y va. Emilien, tu vas te présenter qui tu es et c'est parti. Je te laisse Alors parler. c'est parti. Donc bonsoir à toutes et tous. Merci à toi Moshe de m'avoir présenté, d'avoir présenté le webinaire de cette manière. Je m'appelle Emilien Hamel. Moi, je suis coach vocal en fait en entreprise dans le milieu de la recherche en école de commerce sur la région de Grenoble en Rhône-Alpes. Et au niveau de mes qualifications, j'ai un coach certificate de l'Icahn Medical School de New York, notamment sur les dysfonctionnements vocaux. Donc, je connais relativement bien. Et je connais d'autant mieux que moi, ma base de diplôme, c'est musicien, pour être plus précis, chanteur d'opéra avec 2 masters, un en pédagogie et un en performance que j'ai eu à la Royal Academy of Music de Londres. Donc, projeter une voix, je sais comment faire. Alors là où vous avez vraiment du boss, c'est que je connais très bien la physiologie de la voix et je sais exactement comment transmettre, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Euh, on va partir d'un principe qui est que la voix est une conséquence plutôt qu'une cause d'un tas de trucs. C'est une composante de notre identité qui nous est propre. Il y a beaucoup d'argent d'ailleurs chez Amazon, chez Google, chez Baidu, qui est notamment investi dans tout ce qui concerne la biométrie vocale, qui concerne la sécurité bancaire par reconnaissance vocale, puisqu'on a une empreinte vocale qui nous est propre, un spectre harmonique de la voix qui nous est propre, du fait de notre physiologie, de l'air qui passe sur les cordes vocales, etc., etc. Et il faut comprendre que la voix est plus une conséquence qu'une cause. C'est quelque chose qui nous est très proche, qui nous est propre. Et on peut travailler sur tout ce qui est autour de la voix, la soufflerie, la posture, éventuellement la tonalité en disant comment descendre le sens, comment monter, comment parler un peu plus fort, comment implémenter telle émotion à tel moment dans le discours, etc., etc. Donc moi, je vais vraiment vous présenter des choses un peu holistiques dans le sens systémique, un tout concernant la voix, sachant que un petit truc au niveau postural va changer du tout au tout la manière dont on s'exprime. Par exemple, par rapport au distanciel, on a tendance à regarder la webcam et être un peu penché comme ça. C'est pas bon parce que ça pénalise réellement votre alignement postural
naturelle, on va dire, avec la petite kyphose au niveau de la nuque là, qui fait que c'est dans la continuité de la colonne vertébrale. Et ça fait que si on est comme ça, bah là, au niveau de votre larynx, ça perturbe. Et ça s'entend tout de suite. Attends, et ça veut Okay. dire qu'il faudrait que je sois comment? Comme ça, Alors, naturel? c'est ce que j'ai remarqué chez toi, Moshe. Tu as tendance à te pencher très vers l'avant. C'est une posture très volontaire, mais ça explique aussi pourquoi tu as un petit peu de rossité dans la voix. Or, il vaudrait mieux que tu me tiennes relax, droit, les vertèbres dorsales dans la continuité de tes lombaires, et ainsi de suite, afin que tu aies réellement un alignement sangle abdominal, diaphragme, thorax, qui permet un mécanisme pneumolaryngé optimal. Faut On que je va parler monte. de colonne d'air. Ça Donc, veut il dire faut, qu'il il, faut que tu, il faut que tu te tiennes droit, en fait, grosso modo, ça veut sans dire pour qu'il faut, autant avoir un bâton là où je pense, ce qui il serait un faut que petit je- peu embêtant parce que ce serait le contraire, mais il faut que tu te tiennes aussi droit que possible. Donc ça veut dire qu'il faut que je remonte mon micro parce que si je me baisse, en fait, c'est juste pour parler au micro. Mais Et il faut que tu remontes ton micro, parce que sinon, tu vas pas te tenir droit. Et ça va être dommage parce que tu vas te priver d'une bonne partie des résonances de poitrine, entre guillemets, trustworthy de ta voix. Alors, et ça change quoi? bah, ce que ça va changer, en fait, c'est que on va aller un petit peu dans la physiologie. Je vais avoir besoin du droit de partage de l'écran, s'il te plaît. Alors attends, je vais te donner ça tout de suite. Super. Partage de... Écran partagé, hop. euh, on va partager en fait un hop, tac. Voilà, super. Alors, je suppose que vous voyez en plein écran ici, comme cela. Voilà. Donc, j'aimerais juste commencer par quelque chose, d'accord, en mode diapositive, pour vous dire un petit peu ce qu'est une voix dans un premier temps. Vous voyez bien l'écran? Ah ouais, super. Voilà. Donc, ce que comprend une voix parlée concrètement au niveau acoustique. Je commence toujours par ça dans mes formations parce que ce qui est important, c'est pas tant les paramètres acoustiques que le décodage qu'on en fait. Ok? La voix, c'est en fait dans un premier temps une fréquence fondamentale par des plis vocaux qui vibrent à une certaine fréquence. Ok? Plus la fréquence de vibration de ces plis vocaux est basse, plus la voix est grave. Plus la fréquence est aiguë, plus la voix sera aiguë. Ok? Ça contient aussi des harmoniques aiguës, donc des formants vocaliques qui sont en fait ta biométrie vocale. Ça comprend des accents toniques, des consonnes, des voyelles. Euh, Tu peux utiliser différents registres quand tu parles, que ce soit le registre de poitrine, le registre de texte ou alors le fry. Quand tu parles comme ça, C'est tac, vraiment technique, Washington. hein. C'est vraiment technique. On dirait que c'est un truc scientifique, quoi. C'est C'est scientifique. Moi, mon expertise, elle est surtout mécanique sur la physiologie. Je ne vais pas tant sur le côté psychologique, mais je vais surtout sur le côté mécanique postural, sachant que de mon point de vue, par rapport à ma démarche, le postural et le mécanique influent ensuite sur le mental. Ok? Et il y a un indice que j'utilise qui est l'indice GRADE, qui est en fait un indice qu'utilisent souvent les phoniatres, enfin, d'ailleurs souvent, très souvent les phoniatres et les orthophonistes concernant les dysfonctionnements vocaux sur la rugosité de ta voix. Je parle de manière rugueuse. L'asthénie, on t'entend pas. Le fait d'avoir de l'air sur la voix, j'ai un nodule, ou encore de la rossité. Alors j'ai trop crié la nuit dernière, donc ça va pas du tout. Ok? Et tout ça, ce sont des dysfonctionnements vocaux qui sont autant de signaux faibles, qui veut dire que tu n'es pas forcément un interlocuteur valable auprès des personnes à qui tu t'adresses. D'où la nécessité d'avoir une voix Attends, relativement attends. lisse. Interlocuteur valable. Oui, on va aller vraiment sur des questions d'évolution. Parce qu'en fait, la voix parlée, on considère physiologiquement qu'elle apparaît à partir du moment où l'homo sapiens se tient debout. Parce que ta mâchoire est baisse, la langue qui permet d'articuler des sons, elle avance, ça forme un pharynx derrière là, donc je vais te montrer une slide qui te montre un petit peu tout ça. Voilà. Ta boîte crânienne, elle évolue un petit peu, tu as des aires du langage qui se développent un peu différemment. Et puisque tu te tiens debout, le langage corporel est hyper important et en fait, ta posture et ta voix, en fait, sont des signaux hyper importants pour savoir si déjà tu es une personne avec qui on peut se reproduire et surtout une personne en bonne santé. Si tu te tiens tout voûté, Incroyable. tu vas te passer pour quelqu'un de pas du tout valable de ce point de vue-là. La voix va s'en ressentir. Or, pour parler, vu que l'être humain, il est quand même gaulé pour faire en sorte de parler plutôt la colonne vertébrale droite, bah, si tu es penché, ça va empêcher ça de se connecter correctement et tu vas avoir un dispositif pneumolaryngé qui va être tordu et non pas une vraie colonne d'air qui va faire que tu vas pouvoir t'exprimer de manière assertive, avec aisance et avec beaucoup de résonance aussi bien là que là.
C'est incroyable parce que ce que tu es en train de dire, enfin, là pour les gens qui nous regardent, parce que des fois les gens qui viennent me voir, souvent ils aiment bien parce que je vulgarise énormément tout ce qui est neurosciences et l'apprentissage de la communication. Et là, on rentre dans des spécificités assez extraordinaires parce que moi, je n'aurais jamais imaginé que la voix, d'abord, que, que, que cette forme de voix a tellement un impact sur la communication. Alors, je sais qu'elle a un impact puisque on communique via la voix. Alors, par plein d'autres choses, bien sûr, communication non verbale et tout, on va pas rentrer là-dedans. Mais le Et on fait, peut, on mais, peut, on va juste regarder on va se re-regarder la loi de Merabian. c'est un message. Et aussi, enfin, c'est ce que j'allais dire. Bon, en PNL, on dit toujours cette loi, mais bien qu'un message émis consistant en 7% de communication verbale, 38% paraverbale et 55 exactement, tout à fait. Mais là où tu apportes l'expertise et quelque chose que je ne savais pas, c'est qu'un petit, enfin, il y a une belle conférence sur un TEDx, je ne sais plus comment elle s'appelle, que je montre dans toutes mes formations, où Mhm. la posture, comme ça, t'es complet, machin, tout de suite, ça joue beaucoup sur le mental. Mais là, ça donne une autre dimension en termes de charisme, carrément. Hein. Un peu évolutionniste, parce que je vais beaucoup sur des questions hormonales, physiologiques qui expliquent, évidemment, avec des biais, jusqu'à un certain point, la société dans laquelle on vit désormais. Mais la démonstration reste valable. C'est-à-dire que si tu te tiens tout voûté, tu vas être vachement moins assertif que si tu te tiens droit et si tu apparais, entre guillemets, fort et en bonne santé. Il en va de même pour la voix. Il y a une startup israélienne, je ne sais plus son nom, euh, qui, euh, qui est en fait une appli de reconnaissance vocale qui est capable de décrire assez exactement quel est ton état de santé. État de santé. On est capable d'ailleurs de déterminer, grâce à la manière dont tu tousses, la façon, déjà si tu as eu la Covid ou si tu as eu un Covid long, parce que le nerf récurrent qui innerve ton larynx, il est affaibli, l'impulsion nerveuse est moindre, tu as une asthénie dans la voix, tu as un petit peu de souffle aussi. Donc, on est capable de déterminer par intelligence artificielle si tu as la Covid, si tu as Parkinson, si tu as un cancer du poumon et si tu as beaucoup d'autres pathologies de ce type. Alors, par rapport à l'état psychologique dans lequel tu te trouves, n'en parlons pas. Avec la voix, on peut savoir Avec le signal vocal par intelligence artificielle et quand ton oreille est vraiment entraînée, ouais, tu es capable de déterminer si quelqu'un est un interlocuteur avec qui tu peux discuter. On peut aussi aller sur d'autres paramètres qui sont ce que l'on appelle l'entraînement prosodique, qui sont les mécanismes d'imitation des inflexions de ton interlocuteur. Ça, c'est ce que tu fais en PNL déjà naturellement. J'ai un petit peu regardé ton entraînement, ce qui permet un petit peu de, non pas de hacker, mais de te mettre dans la psychologie de la personne. Mais tu peux aussi t'arranger à avoir une tonalité de voix telle, en termes de bienveillance et de inspirer la confiance, que la personne en face va imiter les inflexions de ta voix. Il en va de même par rapport à si tu commences à sonner de manière un peu agressive. Là, on va aussi imiter et ça va aussi provoquer notre réponse. Et tout ça, ça se joue par rapport au souffle. Alors, juste, je vais aller sur une autre slide. pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est le rapport synchro, effectivement. Quand on se met en rapport et on synchronise avec la personne, effectivement, on se met à faire du mirroring pour pouvoir dire aux neurones miroirs justement que la personne, comme de donner beaucoup plus de confiance à la personne, ce qui change complètement l'état d'esprit de la personne avec laquelle on communique et on discute. Génial. Alors, inspiration, expiration. Dis-nous tout. Alors ça, c'est pour te montrer. Alors je te montre pourquoi. Parce qu'on a tendance à avoir une conception un peu biaisée de la manière dont on respire. Parce qu'on se dit, respirer profondément en levant les épaules. Mauvais. Parce que déjà, ça va pas du tout avec le sens physiologique de la respiration. En gros, comment t'es gaulé au niveau de tes poumons et de ta sangle abdominale. Tu as tes poumons qui vont de là à là. Ils se remplissent grâce à la plèvre et au diastin, je crois, qui écartent et qui font se rétracter les poumons. Ils se remplissent par des pressions. Et ce qui fait aussi que ça se remplit par des pressions, c'est ton diaphragme qui est grosso modo là, qui est une paroi en fait transversale qui va d'ici à là, jusqu'à tes reins. Et en fait, ce diaphragme, quand tu inspires, il se contracte, il descend, afin de constituer ce que l'on appelle une respiration saine en anse de saut, dans ce sens-ci. Et il remonte à l'expiration. Et ce que tu peux gérer, dans un premier temps, c'est la manière dont ton diaphragme remonte, grâce notamment à la sangle abdominale, qui est directement reliée à ton diaphragme, et aussi au plancher pelvien jusqu'à un certain point.
Là, vous avez quatre grands ensembles de muscles sous vos yeux qui sont les obliques internes, les obliques externes, qu'on va utiliser dès qu'il s'agira d'avoir une posture un peu plus large d'ouverture, ainsi que les grands droits, qui sont les tablettes de chocolat, qui, dans mon cas, sont un peu fondues, j'en suis navré, et les transverses, qui sont hyper importants, qui relient en fait les crêtes iliaques à votre diaphragme, parce qu'il y a des fibromes musculaires qui sont communs. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on utilise vraiment ces transverses, ça donne l'impression que la taille s'écarte, que les ailes iliaques de votre bassin vont vers l'intérieur, ce qui permet vraiment de maîtriser la pression sous-glottique au mieux, en tout cas dans son aspect dominant. En tout cas, donc, il s'agit de donner quelque chose de très colérique, dominant, assertif, vertical par rapport à la manière dont on veut s'adresser à quelqu'un, ce que je suis en train de faire en ce moment même en voie d'engagement. OK? Donc, c'est beaucoup des questions de respiration. Après, il y a une autre manière, avec les obliques d'un tout petit peu plus être dans l'ouverture, ce qui va donner une voix beaucoup plus dans ce que l'on appelle le masque, qui est en fait votre résonance de palais dur, juste au-dessus des lèvres et juste au-dessus des dents. Et ça va donner une intonation beaucoup plus qui inspire la confiance et un peu plus joyeuse. OK? Et là, tu me parles de neurones miroirs, forcément, la personne en face va adopter aussi un petit peu la tonalité de la voix que tu as. Et quand tu prends la parole, de toute façon, tu le sais comme moi, ne serait-ce que par rapport au signal vocal et postural que tu émets vis-à-vis de ton interlocuteur, tu as une responsabilité sur son bien-être. Une responsabilité sur le fait qu'il se sente bien, sur le fait que tu communiques avec une voix et un placement vocal qui soit aussi juste que possible, apériodique au niveau du signal acoustique, c'est-à-dire continu et non pas par saccade, avec les temps de silence nécessaires et surtout une respiration constamment en anse de saut par le ventre au niveau costo-diaphragmatique, de manière à ce que cette zone-là, qui est en fait la zone des scalènes, des sternocléido-occipito-mastoïdiens, ne se coince pas. Si ça se coince là, tu vas être en voie d'insistance, tu vas stresser les gens en face de toi, tu vas te fatiguer. Et tu vas aussi fatiguer tes interlocuteurs. Alors là, une petite pause. Là, répète ce que tu viens de dire, que quand je me mets en quelle position, je vais risquer de me fatiguer ou de fatiguer les gens. Alors, il y a encore une fois deux types de respiration qui sont en anse de saut, donc vers le bas quand ton diaphragme descend vraiment, et en poignée de pompe, qui est parce qu'en fait, tu peux aussi remplir tes poumons en ayant cette zone-là des sternocléido-occipito-mastoïdiens, enfin des mastoïdiens qui sont grosso modo ici, qui va se soulever, qui va créer des espaces dans tes poumons. Encore une fois, tes poumons, ils se remplissent par des pressions. Mais tant qu'à le faire se remplir par des pressions, autant qu'ils se remplissent plutôt là et ensuite là. Et comment je fais ça? Bah déjà en vidant, en détendant ta sangle abdominale à l'inspiration, en gonflant le ventre et en sentant que tes côtes ici, tes côtes flottantes là et tes côtes ici s'écartent. Parce qu'en fait, tes poumons, ta cage thoracique, concrètement, tu as trois ensembles. Deux ensembles d'os. Le premier qui est le manubrium, qui est en fait le frontal de ta cage thoracique. Je pensais pas que c'était aussi compliqué de parler. C'est de la motricité fine. Hein. Ah C'est ouais. vraiment de la motricité fine, t'as pas idée. Et en même temps, il y a des mécanismes qui font que ça te paraît hyper simple. On y viendra éventuellement par rapport au distanciel. Et après, tu as tout un tas de sets de côtes là qui font le tour de ta cage thoracique et tu as ce qui relie à ton manubrium tes côtes. Tu as des cartilages intercostaux, dont un gros en bas qui relie quatre paires de côtes. Là, c'est plus élastique que là, forcément. Donc, tant qu'à faire, autant respirer bas. Sinon, si tu ne respires qu'avec cette capacité-là, bah, tu vas avoir la voix un peu rauque, un peu déshydratée. Tu peux nous donner un exercice de comment apprendre à respirer par le bas? J'y viens. Bon, d'abord, tu nous fais un petit peu l'histoire de l'eau. Tu devais dire que… Alors, l'eau, je te explique pourquoi. Il faut que tu boives effectivement 1,5 litre d'eau par jour, grosso modo. Pas 3, pas 4, parce que sinon, tu vas te retrouver avec des relents gastriques, des remontées acides. Et tu veux pas. Tu veux pas de remontée gastrique parce que ça va faire que tu vas avoir la voix rauque, un peu inflammée, et c'est pas ce que tu veux. C'est pas génial pour l'hygiène vocale, parce que concrètement, tes cordes vocales, pourquoi est-ce qu'elles s'accolent correctement? Bah, là, tu vois des deux petites membranes blanches. Ce sont tes plis vocaux. Quand tes cordes vocales ont un œdème,
que ce soit de Reinke, ce qu'on appelle aussi un pseudomyxome que l'on trouve très souvent chez des fumeurs, ou que ce soit un nodule, ou que ce soit tout simplement un œdème parce que tu as pensé que sur ta voix comme un porc, et ben là, tes plis vocaux, ils sont un peu rouges. Ils sont déshydratés. OK? Et c'est ce qui se passe quand tu as une remontée gastrique, ça va être un peu rouge, ça va avoir un petit œdème, les cordes vocales vont être congestionnées, ne pas tout à fait se connecter comme elles devraient. Donc, tu auras beau faire tous les efforts possibles et imaginables en termes de respiration, si tu as des remontées gastriques, eh ben, tu vas avoir un petit problème parce que ta qualité vocale sera altérée parce que tu as bu trop d'eau ou tu as bouffé trop épicé. C'est selon. Alors, j'en reviens par rapport à certaines bonnes pratiques parce que je pense que c'est surtout là que vous êtes là. C'est surtout pour ça que vous êtes là. Ouais. Vider au bon endroit, zone costo-diaphragmatique. Il y a un exercice que j'aime bien faire qui permet justement de sentir cet appui sur le diaphragme qui est le boudeille, où tu souffles, tu fais comme si tu soufflais dans un ballon en gonflant ton ventre en inspirant. Alors, je vais juste te montrer là. Je me mets un petit peu en profil. Là, tu vois, ça gonfle. Et au niveau Attends, t'as de expiré, ou t'as inspiré là? Ah, j'ai inspiré. J'ai inspiré en abaissant mon diaphragme. En poussant ton ventre. Oui, et en fait, la raison pour laquelle tu pousses au ventre, c'est que puisque ton diaphragme va vers le bas, il faut bien que tes viscères aillent quelque part. Donc, ils vont vers l'extérieur. OK? Et une fois que tu es comme ça, tu dois faire comme si tu gonflais un ballon, ce qui va te permettre vraiment de t'appuyer sur ton diaphragme et de bien sentir notamment tes muscles transverses qui s'écartent qui se sollicitent de ton bassin jusqu'à ton diaphragme. OK? Alors attends, je répète. Je me mets comme ça, je expire. Et tu expires en laissant très peu d'air passer entre tes lèvres, comme si tu soufflais dans une trompette. D'accord. Si vous voulez le faire chez vous, faites-le. Hein. Et une fois que tu as fait ça, ouais. Tu peux éventuellement mettre un son dessus, ce qui permet de bien équilibrer ce que l'on appelle la pression sous-glottique. Pour les Parisiens, c'est assez simple, vous dites PSG, pression sous-glottique. Hein. Et c'est un bon moyen mémotechnique pour le retenir. Et vous ajoutez un son. Et en fait, ce que ça vous permet, cet exercice-là, c'est déjà d'être bien connecté à votre sangle abdominale, à votre colonne d'air. Et ça vous permet surtout d'avoir un débit d'air qui est constant, comme ceci. Alors, je suis désolé, Zoom, va y avoir un biais. Vous allez peut-être pas très bien m'entendre quand je fais l'exercice, mais ça donne. Et en fait, selon la tessiture dans laquelle tu es, si tu es un peu plus haut, tu appuies un peu plus sur ton diaphragme, tu rétractes un peu plus ton périnée, de manière à ce que la pression s'ajuste. Parce qu'il faut que tu aies un peu plus de pression quand tu es dans les aigus. Par exemple, mon diaphragme, il est hyper bas et la sangle abdominale, elle est hyper sollicitée et le périnée, tchac, il est hyper tendu. Il est hyper tendu. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le périnée, mesdames, vous savez, si vous avez accouché normalement. Parce que vous faites, la plupart du temps, quand vous avez accouché, de la rééducation du plancher pelvien. C'est le même principe. Il faut utiliser son périnée quand on parle. C'est comme si on se retenait de faire pipi très, 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 très fort. C'est ça, en fait, l'indice. OK? Il faut aussi bien utiliser cette sangle abdominale et bien s'appuyer sur son diaphragme comme si on vomissait. Alors, je sais que j'utilise des trucs qui sont pas très ragoûtants en termes d'image, mais en même temps, on est dans la physiologie. Et c'est ça qui permet de parler très longtemps avec une voix bien assurée sans se fatiguer. OK? Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions à me poser en fait, Moshe? Parce que je vais peut-être aller aussi sur le côté distanciel, sur la raison pour laquelle il est super important aussi de se faire coacher en distanciel. Puis après, j'irai sur certaines caractéristiques dimorphiques. À savoir que la voix d'un homme et d'une femme ne sont pas pareilles. Bon, ouais, vas-y, tu peux y aller. Vas-y, vas-y, c'est bon pour l'instant au niveau questions, c'est bon, c'est OK. Ok, super. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'utilise 2-3 études qui sont assez frappantes d'un monsieur qui s'appelle Casey Klofstadt, qui est un chercheur de l'université de Miami, avec qui je suis en lien, et qui étudie l'impact du signal biologique de communication sur les prises de décision politiques et économiques. Alors, dit comme ça, c'est vachement ronflant. Mais en fait, il étudie surtout l'impact des voix sur comment tu votes.
Il a fait une étude statistique hyper intéressante sur les House Elections, les élections de mi-mandat en 2012, je crois. Et en fait, les élections de mi-mandat, c'est pour la Chambre des représentants. Les voix Et les donc, plus graves. et les voix les plus graves sont celles qui ont les plus de chances d'être élues. Elles sont plus Euh, viriles, là. oui, ça fait plus rire. Attends. Justement, il y a d'autres biais j'ai d'autres études que je vais te citer parce qu'il n'y a pas que ça. Donc. C'est très intéressant chez l'électorat républicain. Un peu moins dans l'électorat démocrate parce qu'ils sont un peu plus woke et un peu plus égalitaires. Mais dans un face-à-face électoral, dans ce contexte-ci, homme-homme, celui qui a la voix la plus grave va l'emporter. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a observé depuis qu'on enregistre les candidats les candidats à la présidence américaine. Enfin, depuis qu'on les enregistre, c'est systématiquement celui qui a la voix la plus grave qui l'emporte. Incroyable. Voilà. Et quand on a un face-à-face entre une femme et une femme, c'est la femme avec la voix la plus grave qui l'emporte. Quand on a un face-à-face entre un homme et une femme, c'est la femme avec la voix la plus grave qui l'emporte. Tu me diras, oui, mais Hillary Clinton, jusqu'à preuve du contraire, elle a gagné le vote populaire. Ouais. C'est le système qui a fait qu'elle n'a pas été élue. Le système et le raisonnement émotionnel dans lequel on est en ce moment, où il y a plus beaucoup de dialogue possible entre l'électorat républicain et l'électorat démocrate et qu'on est vraiment dans une rhétorique émotionnelle constante. OK? Mais ça, c'est un autre point. Grosso modo, plus tu as la voix grave, mieux tu te portes. Après, dans un face-à-face homme-femme, c'est plus nuancé. Tu as la voix grave la plupart du temps parce qu'effectivement, tu es plus viril, tu as plus de testostérone et on revient à notre homme des cavernes qui, puisqu'il a une voix grave, va être plus costaud et va être en mesure de partir à la chasse au mammouth en revenant vivant si possible, avec la bouffe. Donc c'est à ça aussi que tu évalues la valabilité, la perception de la valabilité de quelqu'un par rapport à sa voix. Si la voix est grave, tu te dis, ah, il va apporter du manger à la maison. Ok. Et par rapport à vous, mesdames, plus vous avez la voix aiguë par rapport à votre voix de base, plus vous êtes proche en fait de votre cycle d'ovulation. C'est quelque chose, nous messieurs, que nous percevons aussi. Attends, ça veut dire que, là, c'est juste une question. Tu dis que on peut percevoir le moment de l'ovulation d'une femme avec la voix? Ouais. Je t'explique pourquoi. On va revenir à nos cordes vocales. Là, tu vois, la membrane, quand je vais essayer d'aller sur celle-ci plutôt, elles sont un peu plus C'est complexes. dingue. Ça. Déjà, on entend plein de choses quand on fait de la PNL, mais alors là, sur la voix, je ne pensais pas qu'on pouvait entendre autant de choses. Ben, L'ovulation d'une femme. oui, tout à fait. Alors, je te montre juste. Bon, ça, évidemment, c'est un truc que j'utilise de temps en temps pour montrer que c'est hyper important d'avoir une bonne posture quand tu parles, à fortiori quand tu es en distanciel. Juste, je te montre une slide qui est assez évocatrice. Pourquoi est-ce que le distanciel, c'est casse-pied? Pas pour ça. Ah, j'ai compris. Voilà, tu as un problème postural. Et alors, par rapport à la physiologie de la voix elle-même, donc là, c'est des spectres harmoniques que j'ai un petit peu enregistrés pour montrer comment ça fait. Là, tu vois, attends, je vais agrandir un petit peu. C'est des extraits de mes cours en anglais, j'en suis désolé. Mais là, vous voyez, c'est comment s'engoler vos cordes vocales avec la membrane du voula, ce qui est sur le point de s'accoler, qui s'appelle l'épithélium. Cet épithélium est recouvert d'une fine pellicule de mucus et d'humidité qui permet à ce que les cordes vocales vibrent correctement. OK? Et ce qui se passe concrètement, c'est que les œstrogènes favorisent les échanges de fluides dans l'intégralité du corps, que ce soit aussi bien au niveau de ta trompe de Stache et de tes ovaires qu'au niveau de la voix en général. Qu'est-ce qui se passe? Ben, les cordes vocales sont plus irriguées, de fait la muqueuse est plus élastique, donc de fait la voix présente beaucoup plus de variations au niveau des intonations, au niveau du ton, et présente beaucoup plus aussi de possibilités d'avoir des fréquences aiguës et de monter haut sans forcer. Donc nous sommes en mesure de déterminer quand une femme se situe Donc, dans son cycle menstruel. donc elle a des voix aiguës plus. Un peu plus aigu, oui, un peu plus aigu que d'habitude. Alors, une femme qui minaude, on se dit, ah, elle drague. Bref. Mais ça, je vais dans un truc très archétypal. J'en suis désolé, mais voilà. Mais ça peut expliquer aussi pourquoi on a aussi certains stéréotypes dans notre tête par rapport à certains types de voix de femmes un peu fortes ou un peu plus féminines. On peut aussi se dire que, ah bah tiens, puisque madame a une voix aiguë, peut-être qu'elle est instruite, peut-être qu'elle a des gamins, donc peut-être qu'elle peut s'occuper des miens.
c'est un biais culturel qui, éventuellement, en termes de relations que vous avez fait, peut expliquer ça. Donc, incroyable, en fait. Ouais, ok, d'accord, d'accord, d'accord. Juste, en fait, ça veut dire que la voix, au-delà de générer un message de communication, il envoie d'autres messages. Essentiellement des signaux de bonne santé mentale, physique. C'est un signal de reconnaissance. Et en fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que ton larynx, ou si tu la vois, puis après, je vais un peu abréger et je vais aller sur le distanciel pour vous montrer le pourquoi du comment, parce que tu m'as donné une demi-heure, 40 minutes et j'aimerais pas déborder. Euh, ton, qu'est-ce que je disais déjà? Larynx, larynx. Ton larynx, oui. Sa fonction première, c'est pas du tout de parler. Sa fonction première, c'est de protéger tes voies respiratoires, notamment avec les fausses cordes vocales, euh, qu'on appelle aussi les bandes ventriculaires, qui, quand tu soulèves un truc, elles se connectent comme ceci, ça te met en apnée, ça te fait faire un effort et ça te protège les cordes, ça te protège en fait les voies respiratoires de manière à ce que tu puisses vraiment faire ton effort. Et si jamais tu es sous l'eau, bah, ça bloque. Ok. Ce qui explique aussi pourquoi chez les grands singes qui se balancent de branche en branche, tu as ces fausses cordes vocales qui sont super développées. Et tu les as aussi chez les trompettistes et tu les as aussi, notamment Louis Samson, qui explique sa voix, et tu les as aussi chez les haltérophiles. Ok. Parce que tu fais cet effort-là et les fausses cordes vocales, tac, elles se connectent. La fonction secondaire en fait de ton larynx, c'est de parler. Et parler, communiquer, c'est aussi un signe de reconnaissance de bonne santé vocale, de bonne santé posturale, psychologique. Et effectivement, tu émets un contenu ensuite avec certaines intonations et ça te permet de voir aussi si quelqu'un, en conséquence, a confiance ou pas. Parce que là, encore une fois, c'est une conséquence et tu peux travailler effectivement sur le mental, mais sur la posture, la manière dont tu respires, la manière dont tu émets, tu contrôles ta sangle abdominale pour contrôler un peu comment ça va, ce qui permet ensuite de contrôler la boucle de rétroaction de ta communication. Alors, par rapport au distanciel, pourquoi c'est hyper important en fait d'être coaché vocalement correctement? En fait, là, je vais vite expliquer un truc qui s'appelle la boucle orophonatoire, qui est en fait la boucle de rétrocontrôle qui te permet de contrôler la manière dont tu parles avec un signal attendu et un signal produit. Ce qui se passe concrètement, c'est que tu perçois un signal acoustique de l'intérieur qui passe par ta cochlée. Ta cochlée, c'est le truc en forme d'escargot avec des cils auditifs et avec effectivement ton tympo, ton marteau et ton étrier qui transforment. Et son but à ta cochlée, c'est de transformer le signal acoustique qui est transmis par ces muscles et ces os-là, de petite taille, à ton cerveau en les convertissant en impulsion électrique. OK? Une fois que c'est converti, ton cerveau, il compare le signal donné à ce qu'il considère comme sain en termes de réponse appropriée au niveau de ton langage et il produit son son. C'est le mécanisme d'apprentissage en fait de la parole chez les nourrissons. Et donc, dans cette boucle orophonatoire, tu as deux mécanismes qui sont le rétrocontrôle, le feedback auditif, où tu contrôles au fur et à mesure ce que tu racontes, et le contrôle feed-forward, qui sont en fait des briques sémantiques agglutinées les unes derrière les autres, parce que en fait, tu dis pas 3-4 mots par seconde, tu en dis 9-10, et tu es environ à 100, 110, 110, 120 mots par minute, grosso modo, hein, voire plus. Oh. OK? Et ce qu'il y a, c'est que quand tu as effectivement un casque sur les oreilles ou une perception de ton spectre harmonique de ta voix qui est moindre, amoindri, bah, tu forces, tu essaies de corriger, tu essaies de forcer notamment avec ce mécanisme-là. Toi qui fais de la radio, qui est là-dedans constamment, bah, c'est un peu compliqué parce que tu es beaucoup là-dessus, ce que j'avais ressenti quand je t'avais écouté pour la première fois. Tu forces et qu'est-ce qui se passe? Bah, tu as des nodules et tu as tout un tas de problèmes. Alors juste pour te montrer, au niveau des formants vocaliques et de la perception acoustique de la voix. Là, c'est une slide qui vous montre ce que l'on appelle un spectrogramme. Les sonogrammes, c'est autre chose. C'est là où vous avez des bandes passantes de son à certaines fréquences. Là, vous voyez détailler le format vocalique 0, qui est en fait la fréquence fondamentale de votre voix. Le nombre de fois où ça vibre par seconde, indépendamment des harmoniques et des inflexions. Et vous avez ensuite 5 formants vocaliques, dont 3 qui sont ce que l'on appelle les formants du chanteur, qui sont les harmoniques aiguës. Un premier formant, le F1, qui est déterminé par l'ouverture de ta mâchoire.
Une autre par la position de ta langue, parce qu'en fait, selon que ta langue est positionnée d'une certaine manière, ta voyelle et ta consonne avec de la suppression, ça va changer. Et le F3, c'est la position de tes lèvres, d'où l'effet souvent mégaphone que tu vois chez les chanteurs d'opéra. Ce genre de choses. Et ensuite, tu as ce que l'on appelle les formants du chanteur, qui sont les F4 et F5. Et le problème qu'il y a, c'est que quand tu parles dans un micro, ton micro, il va percevoir, dans le meilleur des cas, entre 20 et 15 000 Hz ou 17 000 Hz ou 20 000 Hz, mais pas toute la gamme de richesse de tes fréquences. Et ton ampli, eh ben, il va te donner, ou ton casque, il va te donner, du fait de l'échantillonnage MP3, du fait de la bande passante, il va te donner une photo très imparfaite de ta voix. Donc, ça veut dire que le F4 et le F5 sont chantés. Donc, on Donc te là, reconnaît moins bien. ce qu'on t'entend là, c'est pas ta voix. Alors, ce qu'on entend, c'est une perception tronquée de ma voix. Tu n'entends pas au-dessus de 15 000 Hz et tu n'entends pas au-dessus de 20 000 Hz. Après, si tu entendais au-dessus de 20 000 Hz, tu serais un chien. Tu serais capable d'écouter, d'entendre les ultrasons. D'accord. OK? Donc, tu as de toute façon la définition de ta voix qui est tronquée. Mais avec une bonne posture, ce que tu peux contrôler, ce n'est pas la qualité de ton micro, sauf à l'achat. Et pas la qualité de ton ampli, sauf à l'achat. En revanche, ce que tu peux contrôler, c'est la manière dont tu parles et dont tu respires et dont tu appuies sur ton diaphragme de manière à enrichir ton spectre harmonique malgré tout et que le plus de fréquences passe. Ce qui est une des raisons aussi pour lesquelles les agents conversationnels de collecte avec les collectes de voix sur Firefox sont assez pauvres. C'est parce que les micros sont tout pourris et que la qualité de ta voix, elle est forcément tronquée. Et le plus riche ton spectre harmonique il est par rapport à ta voix, le mieux tu te porteras. Tiens, je vais te montrer un autre truc qui sont en fait des sonogrammes de, grosso modo, 0 à 15 000 Hz. Et là, je suis en position assise à droite et à gauche, je suis en position debout. Et tu vois un peu plus de noir quand je suis en position debout. Tout simplement parce que tu es quand même gaulé la plupart du temps, de façon à ce que quand tu es debout, ça sonne mieux. Les prises de parole qui se font assises, ça sonne moins bien parce que tu n'as pas la base de tes jambes, de ton psoas et de ton bassin sur lesquels tu peux vraiment agir. Ton bassin est déjà rétroversé, donc forcément, ça te donne moins d'action. Donc, il faut trouver un moyen de compenser par le bien et par les transverses et par l'appui sur le diaphragme. Je vais juste revenir à autre chose qui est en fait le côté trustworthy et dominant dont je te parlais. Ça, c'est une étude qui a été faite par un mec qui s'appelle Pascal Belin et un autre qui s'appelle Jean-Julien Aucouturier. Voilà. Où ils avaient fait, un petit peu comme pour la loi de Merabian, ils avaient déterminé quel était le bonjour idéal, avec des inflexions vers le haut, la fréquence fondamentale de la voix, etc., etc. Sur un axe de dominance, c'est de inspirer la confiance. Et en fait, au niveau postural, tu peux dominer en t'appuyant sur ton diaphragme comme si tu étais sur la selle et tu peux inspirer la confiance en ayant une posture très large avec notamment ton grand dentelé qui est bien large. Alors, cette étude-là a quand même une faiblesse parce qu'elle n'a pas réussi, elle ne détermine pas comment le placement de ta voix et la richesse harmonique influent aussi sur ton bonjour. Ils te le disent par rapport aux inflexions. Ils te disent pas forcément comment y arriver, ils te disent pas par rapport au spectre harmonique de la voix, et ils te disent pas par rapport au soutien et par rapport à l'intensité. L'intensité acoustique étant le nombre de décibels acoustiques que tu as dans ta voix. Évidemment, plus tu as de décibels acoustiques dans ta voix, plus ça sonnera fort. Mais on va surtout chercher dans un coaching en distanciel à avoir une voix avec un bon débit de parole qui soit fluide et surtout avec une richesse harmonique placée là au niveau de ton palais dur, avec beaucoup de muscles comme ceci, d'élargissement postural comme ça, qui va te permettre justement d'enrichir ton spectre harmonique plus là, qui va faire que ça passera mieux. Voilà. Super. Est-ce que vous avez maintenant des questions? Oui, je sais, c'est beaucoup de choses dites en très peu de temps. C'est un domaine passionnant, mais ce qu'il y a, c'est que quand tu vas dans la voix, c'est une porte d'entrée à un tas d'autres trucs qui sont juste hallucinants. Alors, juste un petit parallèle par rapport au fait que l'être humain fait quand même partie du monde animal. On détermine l'attractivité sexuelle d'un étalon par rapport à la fréquence fondamentale de son hennissement. Je m'explique. Plus la fréquence fondamentale du hennissement sera grave, ça sera bien pour un cheval, plus il va choper des juments. Je n'ai pas compris. Répète ce que tu viens de dire. Plus
le hennissement de ton cheval, plus ton cheval il aura la voix grave quand il hennit, plus les juments seront intéressés pour faire des poulains avec lui. Ah ouais. Ah ouais. Mais c'est pareil, en fait, le leadership chez les hommes, il est très lié à des histoires d'attraction sexuelle. C'est un peu décorrélé chez mesdames, mais c'est très lié à ça. Et en fait, plus un homme a la voix grave, comme je t'ai dit, plus il sera un spécimen, entre guillemets, perçu, je parle de perception, hein, perçu comme valable, qui donnera des enfants solides, et plus il sera attirant auprès de la gente féminine. Donc, tu es Après, en train, et t'es en train de dire que plus un homme a la voix grave, plus il peut pécho. oui, mais plus ça aussi vagabond sexuellement, ce que mesdames perçoivent, donc plus il sera un risque émotionnel. Donc mesdames qui avaient une grande intelligence, non pas artificielle, mais une grande intelligence émotionnelle, Attention à ce que tu vas dire. attends, l'intelligence artificielle, il faudrait que ce soit plus... La personne qui est à l'origine de ça, c'est Madame c'est celle qui était la sœur jumelle de Love Byron, Madame Ada Lovelace. C'est elle qui était à l'origine des machines qui parlent. Des machines qui parlent. Ouais, ouais, je crois que c'est elle. C'est elle qui. Alors, vous me corrigerez si j'ai tort, mais je sais que la personne qui est à l'origine de l'intelligence artificielle, en tout cas telle qu'on la connaît au 19e siècle, c'est une femme. Donc, quand je dis intelligence artificielle et femme, ben, en fait, elles sont à l'origine de ça. Donc, je ne dis pas des bêtises. Et quelqu'un qui dit Ada Lovelace. C'est qui ça? Je sais pas Alors, ce que c'est. Ada Lovelace, je vais juste retrouver. Je crois que c'est elle. Bah, c'est ça. C'est une mathématicienne. C'est ça, Mathématicienne. notre ingénieur professionnel Oui, nous a dit que c'était Ada Lovelace. Voilà. Donc si j'ai bien compris, tous les gars qui ont des voix graves, donc ils ont plus de chances de pécho, mais ils ont plus de chances de gagner des thunes. de gagner les thunes aussi. Ah bah oui, parce que tu as des études qui te montrent qu'entre un CEO avec une voix grave et un CEO avec une voix aiguë, tu as un écart sur un échantillon de Je me 790 disais aussi personnes. un peu, je me disais aussi un petit peu que il était important. Attends. Si tu commences à trafiquer ta voix, ça va pas le faire, ça va faire fait que tout de suite, tu es à Rabian. Voilà, c'est fichu. Non, sur une étude de la FICA Business School, sur un échantillon de 792 CEOs, entre celui qui a la voix la plus aiguë et la plus grave, tu as un écart salarial par an de 187 000 $. Il y a même un écart. Alors, vous voyez, en fait, il faut l'égalité des voix aussi maintenant, plus l'égalité des sexes, mais l'égalité des voix alors. Alors justement, j'y viens, parce que dans la synthèse vocale, putain, j'ai parlé pendant 45 minutes. Dans la synthèse vocale, quand tu prends une communauté de gens et que tu fais, que tu prends leur voix et que tu fais de la synthèse et que voilà, et tu leur dis quelle voix est la plus attractive, c'est celle au niveau de la fréquence et du spectre harmonique des voix qui est au milieu de toutes les autres qui est la plus attractive. Question de conformité. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que s'il faut m'arrêter. Non, ce que je trouve génial, c'est que bon, déjà merci pour toutes ces informations parce que c'est pas évident. Je savais pas du tout tout ce que tu as dit, aussi pointu, scientifiquement parlant, hein, je pensais pas. Et franchement, ça mérite d'approfondir un petit peu plus. Hein. Je crois que tu proposes Complètement. des formations, donc ça c'est super. C'est super aussi d'avoir peut-être comment je peux dire ce mot-là? Des bonnes pratiques peut-être. Non, c'est pas des bonnes pratiques. D'abord, de faire un audit de sa voix, de savoir est-ce que, par exemple, moi, je pose bien ma voix, est-ce qu'elle est bien travaillée, Alors, est-ce que je vais pas l'user rapidement puisque moi, je l'utiliserai tout le temps. Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les bonnes pratiques? Tu vois, je fais des diagnostics vocaux. Alors, je les fais en présentiel, mais diagnostic, voilà, c'est ce que je je peux cherchais. les faire en distanciel. Merci Raymond. Je peux les faire en distanciel. Je suis en train de mettre au point le protocole avec d'autres boîtes de formation. Mais je fais des diagnostics vocaux en prenant en considération avec un décibelmètre l'intensité de ta voix dans différents modes de conférence, d'entretien et de réunion de base. Et après, par rapport à certaines voyelles du triangle vocalique I, A, O, sur certaines variations avec des enchaînements de consonnes et de voyelles, avec autant de neutralité que possible, je suis capable assez vite de déterminer comment il faut que tu bosses. Et je vois aussi
vers où il faut que ça aille au niveau trustworthy ou au niveau dominance. Je vois aussi les défauts de prononciation et comment les corriger par rapport à la position de ta langue, parce qu'encore une fois, tes consonnes, c'est de l'air sous pression avec ta bouche, tes lèvres et ta langue dans une certaine position, c'est tout. Et ton cerveau qui met de l'ordre là-dedans pour faire en sorte que ça paraisse un langage articulé. Et c'est surtout du travail de respiration et du travail de coordination entre là où ça doit travailler et puis où ça doit un peu plus laisser faire. Combien de temps ça dure un diagnostic? Alors, le diagnostic en lui-même, quand les personnes viennent chez moi, les prises de son prennent 45 minutes. Il me faut 3-4 bonnes heures pour le rédiger, parce qu'il faut que ça repose. Et après, il y a une restitution de 45 minutes. Et après, la personne peut décider, si elle le souhaite ou non, de se faire coacher sur un temps court avec des enjeux relativement rapides et des temps relativement longs. Ce que je fais, c'est dans un premier temps, on s'entraîne sur les pitchs, histoire de vraiment bien avoir un référentiel vocal harmonique travaillé, qui nous permet vraiment d'avoir une bonne incarnation de ton message au niveau vocal, au niveau postural. Et après, on va sur les questions, sur les interrogatoires contradictoires, ce que je fais pas mal avec des personnes qui veulent pitcher un projet, qui veulent lever des fonds, qui veulent éventuellement se Attends. Vous êtes t'es en train de dire, c'est un truc de fou ça. Ça veut dire que les gens qui veulent remporter une levée de fonds, il faut se préparer vocalement. Au-delà alors moi j'ai tout l'aspect influence, tout l'aspect communication, tout l'aspect extraordinaire qu'on a à la PNL hypnose. Alors juste, je vais te citer une étude qui va te faire exploser le cerveau, qui est paru il n'y a pas longtemps par Talavera et al. À l'université de Birmingham, qui te dit, alors je te laisse avaler ton eau parce que j'ai pas envie que tu recraches sur ta caméra. Vas-y. Qui te dit que de la tonalité de la voix du patron de la Réserve fédérale américaine dépend les cours de la bourse. Ça, j'avais entendu. Ça, je crois que je t'en ai parlé d'ailleurs. C'est un truc de dingue, ça. Alors, si ta tonalité est optimiste dans un sens dovish, dans le sens inflation basse, chômage bas, si la tonalité de ta voix va dans ce sens-là, les cours de la bourse seront stables. Si tu vas dans un sens beaucoup plus dérégulé, plus agressif, les cours seront moins stables. OK ? Et je vais juste citer Ronald Reagan qui disait qu'il faut être un sacré bon acteur pour être le patron de la Réserve fédérale américaine. Janet Yellen, qui était la patronne de la Réserve fédérale américaine sous Obama, elle est maintenant sous-secrétaire, elle est secrétaire d'État à l'emploi, il me semble, au gouvernement Biden. Donc, c'est bien que la tonalité de ta voix, en termes d'influence, est hyper importante. Et elle est aussi hyper importante par rapport à la manière dont les personnes vont s'insérer dans la tonalité de ta voix et dans tes inflexions. Depuis qu'on parle ensemble, qu'est-ce que tu détectes dans ma voix? Alors, moi, je détecte surtout une respiration d'insistance. Je vois surtout une posture qui est très comme ça. La première fois que je t'avais entendu, la voix, elle était hyper rauque. Il y avait un peu de souffle dessus, il y avait beaucoup de stress. Et quand je t'ai écouté un petit peu dans tes formations, l'appui au niveau de ton diaphragme, c'était très dans le mental et pas forcément dans le corps. Ça veut dire quoi, plus dans le mental et pas dans le corps? Ça veut dire qu'en fait, tu n'avais pas forcément conscience de ta respiration, d'où elle était. Tu étais beaucoup en levier de pompe, tu avais beaucoup de petites interruptions d'insistance entre chacune de tes phrases. Et moi, si je devais te faire travailler déjà ne serait-ce que là-dessus, c'est de te faire vider tes poumons de manière à ce que tu ailles jusqu'au bout de ta phrase, sans prendre de respiration entre chaque. Une fois que c'est vidé, tu prends une bonne respiration qui va au bon endroit, tu te réappuies sur ce diaphragme et tu recommences. Okay. Mais comment on travaille consciemment et inconsciemment pour que ça devienne inconscient, que ça devienne automatique comme la respiration avec le cœur? Comment on fait pour travailler là-dessus? Ça ne sera jamais totalement automatique. Tu seras toujours dans un mécanisme de pleine conscience comme je suis avec vous depuis 1 heure. Je fais hyper gaffe à ça. La respiration, elle est automatique. Ça s'appelle le réflexe anaérobique. Si vous n'en aviez pas, vous seriez mort. Et du fait du réflexe anaérobique, c'est aussi pour ça qu'on se noie, parce qu'à un moment, tes poumons, ils disent à leur cerveau, il faudrait peut-être respirer. Donc, ton larynx s'ouvre et ta bouche s'ouvre et tu avales de l'eau et tu meurs aussi. Bon. La manière dont tu peux le travailler, c'est vraiment avec le temps, en décomposant dans un premier temps ton geste vocal sur juste la respiration, en testant des trucs en t'enregistrant, en étant bien appuyé sur ton diaphragme, en sollicitant bien la sangle abdominale, en
conscientisant avec des exercices un peu ciblés que je pourrais te donner à l'occasion en te coachant des choses au niveau de ton bassin, au niveau de tes transverses, de tes obliques, je pourrais te coacher là-dessus. Et tu verras aussi par rapport à une colonne vertébrale droite que ça va avoir une influence assez directe. OK? Et alors, tu t'enregistreras. Je te dirai de t'enregistrer beaucoup. Après, par rapport à une oreille humaine, ton micro, de toute façon, il n'aura pas la totale définition de ta voix. Donc, il faut de toute façon une oreille humaine pour faire en sorte de déterminer si la voix est juste, bien placée sur ton souffle ou pas. C'est une question de ressenti corporel. Et moi, ce qui est très cool, c'est que quand quelqu'un, c'est un peu le cas de tout le monde, hein, quand quelqu'un respire pas comme il faut, que la voix est pas comme il faut, que ça résonne pas dans l'intégralité du corps, je le sens tout de suite. Et il faut un ressenti de ce type-là pour faire en sorte de J'ai travailler compris. correctement. Tu vois? J'ai compris. Donc, tu dois t'appuyer sur ton diaphragme, tu dois respirer par le ventre en sentant vraiment cette sangle abdominale et ce diaphragme qui tire. C'est vraiment des sensations de tirement que tu dois ressentir, qui tire vers l'extérieur. Et quand tu t'appuies dessus, ça doit vraiment provoquer un peu de pression Donc, tout en gardant ça très détendu. en fait, inspiration, expiration, toujours avec en poussant sur le ventre, finalement. Oui, Waouh. tant que tu peux. Tant que tu peux. Moi, j'ai jamais fait Après, au ça. bout d'un moment, ça devient naturel. Et au bout d'un moment, ta musculature, elle travaille un peu en mode automatique et tu es juste dans le flux d'air. Oui, mais ça gonfle Mais pas ton ventre après, t'as l'air pas plus gros. non, mais pour vous, mesdames, ça augmente votre taille de soutien-gorge. Ah bon? Ah Pourquoi? bah oui, parce que forcément, si ta coche thoracique, elle se développe, qu'est-ce qui se passe au niveau de ta taille de soutien-gorge? Tu prends des bonnets en plus. Juste en apprenant à respirer. Exactement. Waouh, quel secret ce soir. On a appris aux dames à... Voilà, bon, bref. Ok, génial. On va pas trop aller dans les trucs sexistes parce qu'on va te faire Euh, reprendre de voler sinon, surtout en non, ce mais moment. c'est dingue, c'est dingue. Donc, mais là, j'essaie de le faire en parlant et en expirant, en inspirant sur effectivement le diaphragme. Ça fait que j'ai un vide énorme, quoi. Oui, ça te fait avoir un bide énorme, mais c'est ça qui va te permettre de contrôler le débit d'air que tu auras sur ta voix. Parce que c'est Donc, vraiment je une dois question de choisir entre avoir entre être mince ou avoir une belle voix, c'est ça? Non, tu vas rester mince, ça va un petit peu gainer, mais c'est juste qu'au moment où tu parles, tu dois vraiment être dans la pleine conscience de ta respiration, du flux d'air qui rentre et qui sort avec pression, le temps que tu fasses tes interventions. Voilà. Écoute, Après, tu as des outils qui te permettent un petit peu de voir, après, ce sont des logiciels professionnels qui te permettent de voir un peu la richesse du spectre harmonique. Mais ça, c'est vraiment, il faut que de toute façon, que tu te fasses accompagner par un professionnel parce que sinon, bah, tu travailles un peu dans le vide et t'as pas vraiment le feedback hein, auditif. c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. En tout cas, on arrive à 57 minutes quand même. Waouh, c'est super génial. Merci beaucoup déjà d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de ces informations que tu nous as partagées. Franchement, c'était super intéressant. Au départ, je me suis dit, oh là là, je vais m'ennuyer, c'est trop technique. Non, 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 non. Finalement, Quand je t'ai dit sur WhatsApp qu'on s'emmerde pas pendant mes webinaires, on s'emmerde pas parce que t'as pas idée d'à quel point. Alors déjà, c'est un sujet qui me passionne. Déjà, sinon je fais pas ce job. Et ensuite, t'as pas idée de ce que ça fait. Et t'as pas idée d'à quel point non plus. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Je crois que la santé mentale, la santé vocale et la santé mentale et surtout la santé vocale des gens, elle est hyper importante parce qu'on va avoir des robots qui vont s'exprimer parfois à la place des docteurs. Entre un docteur, c'est une expérience qui a lieu en ce moment en Nouvelle-Zélande. Entre un docteur qui fait un diagnostic, qui se plante de temps en temps, et un robot, un algorithme qui te donne un diagnostic, je crois, qui est juste à 99% des cas, tu vas choisir le docteur parce qu'il y a une connexion, on est bien d'accord. oui, Sauf que bien si ton sûr. robot il parle avec une voix qui est empathique, ton docteur il ne sert plus à rien. Exact, j'ai compris. Voilà. Et dans cette expérience-là, non seulement tu fais confiance au robot qui a une voix empathique, enfin, il faut définir ce qu'est une voix empathique après, hein, ça c'est encore autre chose, mais en plus, tu ne perçois plus un robot, tu perçois un docteur qui fait super bien son job. Et alors, je te dis ça parce que la qualité de nos voix va déterminer la qualité de la réponse. La qualité déjà de la synthèse vocale et la qualité de la réponse par rapport à un agent conversationnel comme Alexa, Duplex ou même Google Voice. Et ça va déterminer beaucoup de choses au niveau marketing et l'attachement que tu peux avoir d'une marque. Parce que entre un chatbot qui écrit un truc
et un voice bot qui va te parler, et si possible avec une syntaxe qui soit relativement fluide, tu vas choisir le voice bot avec la syntaxe fluide et la voix qui est attrayante, au milieu des préoccupations de toutes celles des autres. Tout à fait. Mais comme il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, enfin, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je trouve toujours les trucs un peu synthétisés, quoi. Eh ben, c'est bien le problème. Et je crois que si tu as des startups en France avec qui je suis en lien, qui te proposent sur la base d'Alexa ou de Google des synthèses vocales plus élaborées et plus personnalisées par rapport à une marque pour vraiment avoir une stratégie vocale, pour avoir la voix d'une marque aussi bien au niveau sémantique qu'au niveau du sens propre. Il est 19h59, je m'y tiens, c'est important, je suis désolé. Mais Ouais. synthèse de tout ça, c'est que la voix est hyper importante, on vend mieux, on plaît mieux. Et surtout, c'est une conséquence de comment vous vous tenez et comment vous respirez. Après, la voix, on peut la travailler, on peut travailler la musculature intra-laryngeale, mais jusqu'à un certain point. Et voilà, c'est ça. Si l'effort, il n'est pas sur la voix, mais s'il est sur le reste du corps, tu peux tout gagner. Donc, on peut te joindre sur Emilien Hamel Pro, sur Facebook, sur les réseaux. Et vous pouvez me joindre aussi sur mon mail que je vais écrire ici, si je peux. Oui, tu peux me le. Tu écris-le, comme ça je le mets aussi sur Facebook. Et, voilà. Et même voilà. mon site internet, emilienhamel.fr. Hein. Emilien Hamel, H-A-M-E-L. Attendez, je le mets aussi sur Facebook. Hop, voilà, le mail est mis. C'est génial. En tout cas, c'est top. C'est hyper important de connaître tout ça. C'est hyper important aussi pour moi de discuter sur la voix parce que lors de la formation qu'on va faire bientôt aussi, le ton de la voix est très important. La posture de la voix est très importante. Le signal en lui-même, la qualité de la voix en elle-même est très importante. En fait, l'inconscient, il entend tout ça. Et en PNL, on a tellement, d'ailleurs, on oublie tout ça. C'est tellement important quand vous écoutez un audio d'hypnose, par exemple, la voix, elle vous transporte en état d'hypnose profonde grâce à la voix. Quand vous faites une induction, tous mes élèves qui sont là et mes futurs élèves qui sont là aussi, l'induction est très importante. Le fait d'avoir du charisme dans la voix, elle vous permet de pouvoir influencer, mais de mettre les gens en état d'hypnose instantané, même s'il faut. Le 1, 2, 3 d'or, il n'est fait que si l'inconscient et la voix est puissante et forte et justement l'inconscient comprend cet ordre et comprend ce qu'il y a à l'intérieur de cet ordre. C'est assez génial. En tout cas, merci beaucoup. On a dépassé de 1 minute. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Je remets aussi le lien, je n'ai pas copié le lien de ton mail, de ton Facebook, et de ton site internet. Je le mets sur Facebook. Voilà. Emilien Hamel, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup à tous et à toutes de nous avoir suivis. Je vous dis rendez-vous au prochain webinaire. Suivez nos réseaux, vous allez le voir. Je crois que c'est la semaine prochaine. Et puis rendez-vous à notre future formation. Si vous avez besoin d'autres renseignements, Emilien Hamel, vous allez laisser votre mail et vous pouvez me le demander aussi. Je lui passerai tous les messages. Je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup, Emilien. À très, très, très vite. À très vite. Ciao, ciao.